Bonjour tout le monde. Merci, Monsieur le professeur Bousfeha, pour cette initiative sur la formation en matière de vaccination pour les jeunes résidents et pour les étudiants en médecine. Je trouve que c'est quelque chose d'excellent et je suis heureuse d'être parmi les orateurs participants, mes amis ici présents. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de tout parce que quand même, je vais parler du méningocoque et du pneumocoque qui constitue le gros lot des infections donc, chez l'enfant, chez le nourrisson. Mais on va essayer. Alors, pour commencer, donc on va d'abord attaquer le Neisseria meningitidis qu'on appelle le méningocoque, donc NM. Donc, c'est des diplocoques gram-négatifs encapsulés. La présence de la capsule, c'est elle qui détermine la virulence, mais quand même, il y a 16% de méningocoques qui ne sont pas encapsulés. C'est des germes qui ne sont pas mobiles, pas de flagelle ni de spores. Ils fermentent le maltose parce qu'il faut faire la différence entre Neisseria meningitidis et gonorrhée. Et ça, au laboratoire, ils font par la fermentation du maltose. C'est un aérobie obligatoire. Ils sécrètent l'oxydase et la catalase. Et le fait qu'ils sécrètent ces enzymes, ça fait que c'est un germe qui est déjà résistant à l'eau oxygénée. C'est un germe qui ne produit pas de bêta-lactamase. C'est quelque chose de très important par rapport à l'antibiothérapie. Il faut savoir que le méningocoque, l'hôte exclusif, c'est l'homme. Il n'y a pas d'animaux ni d'autres êtres vivants qui peuvent donc héberger ce germe. Le Neisseria meningitidis est un commensal du nasopharynx humain. Donc, il existe de façon naturelle dans notre nasopharynx. Il y a 8 à 25% de la population mondiale qui a un portage nasopharyngé. Ce portage peut être transitoire, peut être chronique, peut être éphémère. Mais la grande majorité, ils ont un portage, soit transitoire, soit chronique. Dans une petite proportion, Neisseria meningitidis peut envahir l'épithélium de la muqueuse pharyngée et engendrer des septicémies, les méningococcémies, le purpura fulminens et les méningites. Et ça fait toute la gravité de ce germe. Donc, les personnes les plus exposées, c'est les personnes qui ont déficitaires en complément terminal, en fraction du complément, notamment terminal le C3 et le C5. Ils seront prédisposés à faire des infections invasives à méningocoque. Mais malgré de nombreuses études qui ont été faites ciblant aussi bien l'hôte et sa virulence et les humains, on n'a pas pu déterminer de preuves causatives sans ambiguïté pour différencier entre un porteur qui va faire de l'infection invasive et un porteur qui va jamais faire une infection invasive à méningocoque. Alors voilà, c'est juste pour faire signaler le rôle du complément, donc déficit du complément. Vous savez que la fraction C3 du complément, il se lie directement au pathogène. Donc, ça fait partie de l'immunité innée. Donc, il va opsoniser le germe. Il va déclencher, bien sûr, la cascade de clivage des différentes protéines du complément. Et la fraction après, une fois déclenchée et activée, les protéines C5 à C9, ils forment ce complexe-là que vous voyez. Et c'est ce complexe-là qui est à l'origine de ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire, le MAC, membrane attaque complexe. Et c'est lui qui devrait, en principe, éliminer le méningocoque. Donc, les personnes qui ont ce déficit en complément pourraient avoir des problèmes et de faire des infections invasives à méningocoque beaucoup plus fréquemment. Voilà, c'est des choses que vous connaissez tous. Le mode de transmission, donc dans le nasopharynx, c'est par voie aérienne. Et bien sûr, plus il y a une densité démographique dans les rassemblements, que ce soit des étudiants, militaires, les crèches, donc là où il y a un rassemblement, il y a un risque d'infection méningée, infection invasive à méningocoque. Alors voilà le germe. Le germe, il y a une capsule. Donc, il est encapsulé, voilà. Donc, il a une capsule. Et il a des pili.
Les pili, il lui permet d'adhérer donc à la muqueuse nasopharyngée. Il y a aussi des adhérents aussi de surface qu'on appelle l'OPA, l'OPC. Il est très particulier par cette membrane, ce qu'on appelle, c'est l'équivalent des les LPS, les lipopolysaccharides des BGN, parce que lui aussi c'est un gramme négatif. Mais les autres bacilles grammes négatifs, ils se différencient du coccigramme négatif qu'est le Neisseria meningitis par ce qu'on appelle le lipo-oligosaccharide, qui lui, il fait partie de la membrane externe et c'est lui qui constitue l'endotoxine de ce germe. Alors, la différenciation entre les différents, donc le sérogroupage de Neisseria meningitis, bien sûr, il se base sur les antigènes qui existent au niveau de sa capsule. Donc, jusqu'à maintenant, 12 sérogroupes ont été identifiés, les voilà. Mais les sérogroupes A, B, C, W, X, Y, ils représentent à eux seuls plus de 90% de toutes les infections invasives à méningocoque dans le monde. Alors, Neisseria meningitis, les facteurs de virulence, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, le premier facteur de virulence, c'est la capsule polysaccharidique. Donc, les germes qui ont une capsule, déjà, cette capsule, elle les protège contre la phagocytose du germe. J'ai parlé tout à l'heure du LOS, qui est équivalent des lipopolysaccharides chez les BGN. Donc, c'est le composant de la membrane externe de Neisseria meningitis. Il agit comme une endotoxine qui va déclencher le choc septique qui est très craint en matière d'infection invasive à méningocoque. Il y a les fimbrées. Les fimbrées, c'est elles qui permettent aux germes d'adhérer aux cellules épithéliales du nasopharynx. Donc, et à l'occasion d'une rhinopharyngite, d'une inflammation du rhinopharynx, notamment en hiver et en printemps, donc, et de diminution des défenses immunitaires, ces pili, donc, ils vont s'attacher à cette muqueuse et vont pouvoir rentrer dans le système vasculaire. Cette adhérence peut aussi se faire par ces protéines exposées de surface qu'on appelle le OPA et les OPC. Méningocoque aussi, il a une autre protéase, une enzyme qui dégrade les immunoglobulines de type A. Vous savez que les muqueuses respiratoires elles sont tapissées par ces immunoglobulines A et elles constituent la première ligne de défense contre les germes. Donc, ça leur permet d'échapper à cette sous-classe des immunoglobulines. Voilà, ça c'est la pathogénie du Neisseria meningitis. Donc, colonise le nasopharynx. Il sécrète, donc, à l'occasion d'une altération des muqueuses nasopharyngées ou d'autres, ou un phénomène d'immunodéficience, donc ils arrivent à altérer cette muqueuse et à rentrer dans cette muqueuse. Ils sécrètent la protéase, IgA protéase, donc ils échappent à l'action des IgA au niveau des muqueuses, donc ils vont rentrer au niveau du système vasculaire, ils vont se répliquer, ils vont traverser la barrière méningée, voilà, et bien sûr, ils vont pouvoir se répliquer au niveau du système cérébrospinal qui est très pauvre en cellules ça veut dire protectrices. Et bien sûr, ça va être le point de déclenchement. Une fois qu'ils sont dans le sang, c'est les méningococcémies, c'est la septicémie. Une fois qu'ils sont dans le cerveau, c'est les méningites à méningocoque. Voilà la pathogénie, j'en passe parce que ce n'est pas notre cours. L'ampleur des infections à méningocoque. Dans le monde, les infections à méningocoque, ils ont un caractère endémique. On en recense pratiquement 500 000 cas par an selon l'OMS. Les pays industrialisés, ils ont une incidence beaucoup moindre, mais donc c'est une incidence qui est endémique avec une recrudescence saisonnière et printanière à raison de 1 à 3 cas pour 100 000. Le Maroc est dans cette situation épidémique. Ce qui est connu, ce qui est classique, c'est cette ceinture de la méningite qui est très connue, la ceinture africaine de la méningite, dans laquelle il y a une forte incidence d'infections méningées, notamment à méningo A, qui dépasse 10 cas pour 100 000 habitants par an, ce qui nous fait un ensemble de 300 000 cas par an dans la ceinture africaine. La ceinture africaine, c'est un ensemble de 26 pays qui s'étale du Sénégal de l'Ouest jusqu'à l'Éthiopie au niveau de l'Est.
Avant 2010, le méningo A était responsable dans cette ceinture africaine de 80-85% des cas de méningite à méningocoque. C'était un vrai fléau dans cette zone. Alors voilà la répartition des différents sérotypes selon l'OMS. Donc c'est une diapo de 2019, mais qui a été publiée en janvier 2020. Regardez donc la répartition des différents sérotypes du méningocoque. Voici la ceinture africaine. Vous voyez le curseur? Est-ce que vous suivez le curseur? Non? Oui, oui, on le suit, Voilà professeur. la ceinture africaine dans laquelle il y avait dans le temps, ça veut dire avant 2010, il y avait beaucoup d'A, mais maintenant, grâce à la vaccination, il y a plutôt le C, le W et l'émergence de l'X. Vous voyez ici au niveau Vous voyez ici, au niveau de l'Afrique du Nord, notamment le Maroc, l'Algérie, c'est essentiellement le B. Au niveau de l'Europe, c'est essentiellement le B et c'est le W qui émerge. Au niveau du Canada, c'est le B et le reste, c'est le B, C et Y au niveau de l'Amérique latine et au niveau des États-Unis. Voilà, donc comment dire, les sérogroupes dans le monde de méningocoque qui sont en perpétuel changement, en perpétuelle modification. Donc, parce que ça dépend de l'action vaccinale, préventive, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. J'arrive pas à faire passer la diapo. Qu'est-ce qui se passe? Attendez un peu, ça va passer. D'accord. Voilà une autre carte. C'est une carte qui reflète une étude qui a été faite entre 2010 et 2016 par Petersen et Hall, avec plus de détails donc, sur l'état des différents sérogroupes de méningocoque. Vous voyez donc au niveau du Maroc, c'est toujours le B qui est fréquent. C'est similaire au niveau de l'Europe. Vous voyez. Donc la ceinture, vous les voyez ici, la ceinture africaine. Donc il est ici on agrandit. Voilà, passons. Alors voilà, ça c'est un travail de personnel de thèse qui a été fait sur une série de méningites à l'hôpital d'enfants entre 2013 et 2016. Regardez, sur 124 cas de méningite bactérienne confirmés, nous avions pratiquement 67% de méningocoque. C'est la première cause de méningite purulente chez l'enfant actuellement à l'hôpital d'enfants et uniquement presque 24% de pneumocoque. Alors, c'est-à-dire sur 83 cas de méningocoque isolés, 30 cas c'était des méningocoques B, soit un taux de 89,16%. Et dans les dernières études, on est arrivé à un méningocoque B de 98% parmi tous les méningocoques. Ah, elle n'est pas en plein écran. D'accord. Vous êtes à 14 minutes, professeur. D'accord. Vaccination anti-méningo. Alors, je pense qu'il faut avoir d'abord, avant de démarrer tout ce qui est vaccination, il faut d'abord avoir ce qu'on appelle le vocabulaire vaccinal. On peut pas donc aborder la vaccination sans connaître le vocabulaire. Il y a ce qu'on appelle d'abord les vaccins polysaccharidiques. C'est ce qu'on appelle aussi les vaccins non conjugués. C'est des vaccins qui sont obtenus à partir de sucres spécifiques d'une bactérie. C'est des composants uniquement capsulaires. Les différentes spécificités de ces vaccins polysaccharidiques, c'est qu'ils ont une réponse de plus courte durée.
L'effet de rappel, elle est faible. Ça veut dire plus on fait des rappels avec ces polysaccharidiques, plus on a moins de réponses. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'hyporéponse. Il n'y a pas d'effet sur le portage, donc on ne peut pas induire une immunité collective ou ce qu'on appelle herd immunité par ces vaccins polysaccharidiques. Ils sont dirigés contre la capsule. C'est des vaccins qui sont inactivés, ils sont immunigènes uniquement au-delà de 2 ans, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'effet chez les nourrissons, donc on ne peut pas les appliquer avant l'âge de 2 ans. Or, les méningites et les infections à méningocoque, c'est essentiellement les premiers mois de vie. Donc, comment faire, comment s'en sortir? Donc, pour rendre ces vaccins polysaccharidiques plus antigéniques et plus efficaces, il faut les attacher à des protéines porteuses. Donc, c'est ce qui va nous donner le vaccin conjugué. Le vaccin conjugué, c'est un gain très important. C'est une innovation qui a été obtenue en 1999, donc l'idée en elle-même. Ils sont obtenus en assemblant les sucres de la capsule spécifique de la bactérie à une protéine naturelle, notamment diphtérique ou tétanique, qui est purifiée et détoxifiée. Parce que cette molécule porteuse, elle amplifie l'antigénicité de ces sucres capsulaires. Donc, les vaccins conjugués, ils ont l'avantage d'induire une réponse immunitaire intense et durable. Ils sont plus sécures. L'immunogénicité elle est beaucoup plus supérieure à celle des vaccins polysaccharidiques, donc non conjugués. Il induit une immunité mémoire. Il est immunogène surtout chez les nourrissons de moins de 2 ans. Et c'est ça tout l'intérêt des vaccins conjugués. Et la chose la plus importante, surtout quand on pour introduire un vaccin dans le programme national d'immunisation, il faut qu'il induise une immunité collective, pas en agissant sur le portage du germe au niveau de la gorge. Alors, les recommandations de l'OMS pour la vaccination contre le méningo, donc, ils recommandent aux pays qui ont un taux endémique très élevé, notamment la ceinture africaine, plus de 10 cas pour 100 000 habitants, ou pour les pays qui ont une incidence intermédiaire entre 2 et 10 cas pour 100 000 habitants, c'est le cas du Maroc, et où les pays qui présentent fréquemment des épidémies d'infections invasives à méningocoque, d'instaurer des programmes de vaccination à large échelle et surtout de mener une surveillance et évaluation de ces programmes en isolant les souches de méningocoque, en faisant un sérogroupage, un sérotypage et déterminer les clones et les problèmes de résistance. Donc, au niveau de la ceinture pelvienne, donc les recommandations, il faut vacciner les enfants de façon routinière, les enfants de 1 à 29 ans par un anti-méningocoque A, introduire une dose anti-méningocoque A de type conjugué à l'âge de 9 et 18 mois. Et pour les zones où il y a une couverture vaccinale faible, il faut faire des campagnes vaccinales. Il est même envisagé de vacciner les femmes enceintes avant l'âge de 30 ans par un vaccin anti-méningocoque. Quels sont les vaccins qui sont anti-méningocoque disponibles? 3 types de vaccins. Il y a les vaccins polysaccharidiques, il y a les vaccins conjugués et les vaccins à base de protéines. Les vaccins polysaccharidiques, on l'a dit tout à l'heure, ils ne sont pas immunogènes avant l'âge de 2 ans. Ils sont faits de composants capsulaires. Il y a le bivalent A et C, ça veut dire dirigé contre le sérogroupe A et C, le trivalent ACW 135 et le quadrivalent ACW 135Y, et c'est lui qui existe au Maroc. Vaccins conjugués, c'est les vaccins les plus immunogènes qui procurent une immunité collective, herd immunité, en agissant sur le portage. C'est les meilleurs, c'est les plus intéressants, mais bien sûr, ils sont beaucoup plus chers. Il y a le monovalent, soit A et C, soit le quadrivalent, c'est ce qu'on appelle MENVEO, c'est le plus intéressant. Il y a bien sûr d'autres combinaisons. Le 3e type de vaccin anti-méningo, c'est les vaccins à base de protéines, parce que c'est essentiellement la vaccination contre le sérogroupe B. Et pour le sérogroupe C, il n'y a pas de vaccin disponible actuellement. Alors, les vaccins anti-Neisseria meningitidis quadrivalents, les recommandations.
Donc, pour le polysaccharidique, Monsivax ou Minomium, il coûte à Pasteur 250 dirhams pour les sujets contacts d'un cas, voyageurs en zone d'endémie, et le personnel de laboratoire, surtout la recherche sur le méningo, personnes porteuses d'un déficit du fraction terminale du complément, les personnes ayant une asplénie anatomique ou fonctionnelle, notamment drépano, personnes qui ont eu une greffe de moelle. Bien sûr, si le risque il est durable, il faut faire les rappels tous les 3 ans. Ce qui est très intéressant, c'est essentiellement le quadrivalent conjugué. C'est ce qu'on appelle le Menactra. Donc, il couvre les 4 sérotypes, mais le prix est exorbitant et je pense que au niveau de Pasteur, il coûte 750 dirhams. Il est destiné aux nourrissons de 9 à 3 mois, 23 mois, 2 doses avec un intervalle d'au moins 3 mois. Donc, entre 2 ans et jusqu'à l'âge de 55 ans, pour les personnes exposées à un risque d'infection invasive à méningocoque, là, une dose unique est suffisante. Vaccination anti-B. Alors, Bexsero, autrement bas, devrait être admis. Donc, il y a une... Donc, il y a une problématique pour je pense qu'il y a une diapo qui a sauté. Alors, la problématique du Bexsero, voilà. Donc, on a vu les autres sérogroupes. Mais le sérogroupe B, pourquoi on n'a pas eu de vaccin jusqu'à très récemment, jusqu'à, je pense, 2013-14? C'est parce que la capsule de Neisseria méningocoque de type B, il présente une homotypie antigénique avec les polysaccharides du tissu nerveux humain. Alors, si on utilise des vaccins à base de composants capsulaires de Neisseria B, on risque d'induire de l'auto-immunité. Donc, il faut chercher une autre technologie pour élaborer ces vaccins. Donc, il n'y a pas de vaccin polysaccharidique ou capsulaire pour le Neisseria B. D'accord? Le vaccin anti-B, il est élaboré à partir de protéines sous-capsulaires et de la membrane externe. Ces antigènes ont été définis par un séquençage du génome du Neisseria type B. Il y a 2 types de vaccins contre le Neisseria B qui ont obtenu l'AMM. Le premier vaccin, c'est un vaccin à 4 composants méninge B, c'est ce qu'on appelle le Bexsero. Donc, il contient 4 protéines. Il a eu l'AMM en 2013. Il est immunogène à partir de l'âge de 2 mois. Le deuxième vaccin, c'est méninge B, FHB, parce qu'il contient 2 protéines de liaison à la fraction tissulaire. Il contient 2 variants du même protéine FHBP, l'AMM en 2017, mais il n'est utilisable qu'à partir de l'âge de 10 ans. Il n'est pas utilisable qu'à l'âge de 10 ans. Voilà. Donc, quelles sont les indications de ces vaccins anti-B? J'aurais dit, vous êtes à 22 minutes, s'il vous plaît, pour passer au pneumocoque. Merci. D'accord. Ils doivent être personnels au laboratoire. Donc, c'est pratiquement les mêmes indications. Le schéma vaccinal, on va passer pour le Bexsero. Vous allez voir les slides. L'efficacité. L'efficacité des différents vaccins anti-B. Alors, le futur, c'est d'élaborer un vaccin pentavalent qui va couvrir le A, B, C, W, Y et B. C'est vraiment quelque chose c'est un rêve pour les praticiens. C'est des études qui se passent sur les adolescents et les jeunes adultes pour évaluer le vaccin pentavalent qui combine les 2 vaccins déjà existants, le quadrivalent conjugué et le trombomba. Les résultats préliminaires, ils sont très encourageants, mais probablement, il y aura un problème de coût. Maintenant, passons au pneumocoque. Donc, les statistiques, plus de 800 000 cas d'enfants dans le monde qui meurent par infection invasive à pneumocoque, la mortalité de 10 à 30%. C'est des infections qui touchent essentiellement les petits nourrissons à partir de l'âge de 6 mois, les personnes âgées, les malades atteints de maladies chroniques. Le risque, il est multiplié par 4 s'il y a une pathologie chronique, il est multiplié par 23 à 48 pour les patients immunodéprimés. Il y a une grande diversité, il y a plus de 90 sérotypes qui sont définis par l'antigène capsulaire, donc on ne peut pas vacciner contre 90 sérotypes. Il faut faire une étude, une surveillance épidémiologique, déterminer son écologie locale, quels sont les sérotypes qui tournent chez nous, qui sont là, pour essayer de choisir le meilleur vaccin qui va cibler les antigènes de notre écologie.
Alors, en général, la vaccination anti-pneumo, elle est destinée pour tous les nourrissons parce qu'on considère que les nourrissons, ils sont immunodéprimés par rapport à ce germe et les personnes de tout âge qui ont des maladies chroniques ou qui ont un déficit d'immunité. Donc, en général, il doit protéger contre les infections graves, pneumonie, méningite et septicémie, mais bien sûr, si on donne un pneumo 13, on protège contre les sérotypes qui sont dans le pneumo 13, les 13 sérotypes. Si on donne un pneumo 7, on protège contre les antigènes vaccinaux contenus dans le Prévenard 7. Donc, il ne faut pas espérer qu'avec un vaccin, on va couvrir tous les sérogroupes. Donc, quelqu'un qui est vacciné contre le pneumocoque, il a le droit de faire des infections à pneumocoque avec d'autres sérogroupes qui ne sont pas inclus dans le vaccin. Donc les vaccins qui existent, donc les meilleurs, c'est le vaccin conjugué anti-pneumocoque 13 valence. C'est le premier qui a été, donc ce qu'on appelle le Prevnar 13. Il est efficace dès l'âge de 2 mois et il procure une protection de longue durée. Il est disponible pour les nourrissons depuis 2010. Et puis, il y a le conjugué, apparition plus tard, de conjugué antipneumocoque 7 et 10 valences. La valence, ça veut dire le nombre de sérotypes qui sont inclus dans ce vaccin. Le Maroc, il a adopté le vaccin, le Prevnar 10 valences depuis 2012. Et puis, il y a le vaccin antipneumococcique qui est polysaccharidique, qui n'est pas conjugué, ce qu'on appelle le Pneumovax 23, l'ancien vaccin qui est disponible depuis 1983. Celui-là, c'est un polysaccharidique, donc il n'agit pas avant l'âge de 2 ans, il n'est pas efficace chez le nourrisson. On peut l'utiliser en complément du PCV 13 ou PCV 10 pour compléter la protection contre les différents sérotypes. Vaccination antipneumo. Donc, il est recommandé à 3 doses, donc, selon le programme national, à l'âge de 2 mois, 4 mois et à l'âge de 12 mois. Il n'y a pas de rappel recommandé dans le programme national. Le vaccin utilisé, c'est le vaccin à 10 valences. Les enfants nés prématurés et les nourrissons à risque très élevé d'infection invasive à pneumocoque, pour une raison qu'on a déjà citée, on peut prévoir une dose supplémentaire à l'âge de 3 mois et dans ce cas, on aura une 4e dose. Alors, vaccin anti-pneumocoque, recommandation particulière hors programme national d'immunisation. Alors, si vous envisagez chez votre patient une splénectomie, une thérapie immunosuppressive, un implant cochléaire, il faut envisager avant cet acte une vaccination anti-pneumo. Et bien sûr, il faut tenir compte de l'historique vaccinal de votre malade. Donc, en général, ce qu'on peut recommander bien avant l'acte, une injection d'abord par le PCV 13, si c'est possible, suivi 8 semaines après par le Pneumovax 23, qui est un polysaccharidique. Il ne faut jamais les mettre en même temps. Si l'intervention ne peut pas être donc différée parce qu'il y a une urgence, on peut démarrer par le PCV 13 et laisser le Pneumovax après l'acte. Au-delà de l'âge de 2 ans, la vaccine a des recommandations particulières toujours, au-delà de l'âge de 2 ans. Donc, on a dit, dans le programme national d'immunisation, le vaccin anti-pneumocoque, il est là, il est intégré au PNI, c'est bon. Mais au-delà de l'âge de 2 ans, cette vaccination est recommandée pour les personnes qui ont un risque très élevé d'infection invasive à pneumocoque, notamment les personnes immunodéprimées, les personnes ayant un syndrome néphrotique. Vous savez que le syndrome néphrotique, on perd les immunoglobulines et on est immunodéprimé. Toute personne porteuse d'une maladie chronique ou bien qui expose au pneumocoque, notamment insuffisance respiratoire chronique, cardiopathie, insuffisance cardiaque, bronchopneumopathie obstructive, emphysème, asthme sévère, mucoviscidose, l'insuffisance rénale, la maladie chronique du foie. Vous savez que les facteurs du complément, ils sont synthétisés par le foie. Et bien sûr, ça va faire comme un déficit en complément. Le diabète, la brèche ostéoméningée, les implants cochléaires, c'est très... On avait décrit au début des implants, beaucoup de méningites à pneumocoque et actuellement, il est systématique de vacciner ces enfants contre le pneumocoque avant de faire un implant cochléaire et la drépanocytose, bien sûr. Vaccination anti-pneumo, impact et efficacité, donc qui permet de protéger. On a des données pour le PCV 13 parce que c'est le plus ancien, le premier. Donc, il assure une protection du nourrisson qui est très élevée, supérieure à 90% contre les infections invasives.
Depuis 2010, PCV13 a réduit de plus de 50% le nombre de nouveaux cas de septicémie chez l'enfant entre 2008, 2009 et 2014. Chez l'adulte et les personnes âgées, une diminution de plus de 40% grâce à l'immunité de groupe, parce que c'est un vaccin conjugué, donc il agit sur le portage. Quand on vaccine les enfants, donc bien sûr, on va provoquer une immunité de groupe chez les adultes et surtout les personnes âgées, les grands-parents. Les effets indésirables sont, je pense, communs à tout le monde. Il y a des effets donc aussi d'injection, des effets généraux, mais il y a des réactions allergiques très rares, mais elles sont graves. Mais il faut s'alarmer devant. Quand on voit que c'est par pneumocoque, il faut s'alarmer quand il y a une éruption cutanée, édémangeaison ou bulle, un gonflement des yeux du visage, difficulté à respirer, ou bien quand il y a une chute soudaine de la pression, une perte de connaissance, d'où la nécessité toujours de surveiller votre malade, d'avoir une seringue d'adrénaline et avoir donc de quoi faire, de prendre une voie veineuse. Les futurs vaccins anti-pneumo, il y a 2 projets d'élaboration de vaccins anti-pneumo, notamment un vaccin à 20 valences. Évaluation, donc c'est une évaluation qui se fait sur une série de 4 doses chez des nourrissons à partir de l'âge de 2 mois. Cette étude a pour objectif de déterminer si l'immunogénicité n'est pas inférieure à celle induite par le Prevnar 13. Elle permet aussi, et elle a pour objectif d'explorer la sécurité et la tolérance chez les nourrissons en comparaison à des groupes de contrôle ayant eu le pneumo 13. Donc, un vaccin à 20 valences. Et bien voilà, je vous remercie.